Bonjour Gilbert, bonjour à tous et bonne année. Oui, bonne année à tout le monde, oui. Vous étiez énervé lundi à Strasbourg au Parlement européen. Vous parliez d'un acte intolérable. Mhm. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi? Bon, d'abord, je ne suis jamais énervé. Vous aviez l'air. Ça, c'est une légende. Non, j'ai été très choqué par la décision qui est un peu passée quand même inaperçue du président socialiste du Parlement de faire enlever de nos pupitres les drapeaux de chaque nation. Nous avions sur notre bureau, sur nos bureaux, le drapeau français. Et quand on est entré dans l'hémicycle, on a constaté que les drapeaux tricolores avaient été enlevés, comme du reste les autres drapeaux. Pourquoi Non mais dire, quel mal le drapeau français, le drapeau italien, le drapeau espagnol peuvent faire à l'Union européenne. Alors, ce président de l'Assemblée européenne a invoqué le règlement qui interdit, je cite, les bannières et les banderoles. Non, mais depuis quand le drapeau d'une nation peut-il être assimilé à une bannière ou à une banderole, d'autant plus que dans l'hémicycle, il y a les drapeaux de toutes les nations européennes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que ça cache? Ça cache le fait que cette Union européenne, telle qu'en son pouvoir, déteste les patries. C'est une Union européenne sans patrie, sans pays. Voilà ce que ce geste de maraudeur du mépris veut dire. Et effectivement, je suis scandalisé. La prochaine fois, j'entrerai dans l'hémicycle, moi, les autres feront ce qu'ils voudront, avec une écharpe tricolore. Si on me la fait enlever, je mettrai un pull au vert tricolore. Si on me le fait enlever, je mettrai une chemise tricolore, un pantalon tricolore. Et enfin, si on me fait enlever le pantalon, etc., j'aurai le slip français, bleu, blanc, rouge. Alors c'est vrai que ce n'est pas forcément aujourd'hui la meilleure référence, mais nous ne céderons pas. Espérons que ça n'aille pas jusque-là. Mais... Excusez-moi, il vaut mieux, oui. Excusez-moi de le prendre avec humour, mais dans humour, il y a humeur aussi. Sans transition, on se souhaite en ce moment la bonne santé pour 2020. Est-ce que vous vous sentez en sécurité, Gilbert? Non mais vous vous moquez de moi, Charles. Non, je me permettrai pas. Vous pouvez vous permettre, c'est même recommandé, mais comment peut-on être en sécurité dans un pays où, pendant la période des fêtes de Noël, on a vu encore des couteaux psychiatrico-terroristes frappés à Villejuif, je cite pour ne pas me tromper, hein, à Metz, à la gare d'Austerlitz, à Meaux, à Nancy, et en d'autres lieux où on a pudiquement parlé de faits divers. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on joue à la roulette djihadiste. C'est pas moi, c'est l'autre. Les attaques à l'arme blanche, ça a toujours été le cas, c'est pas nouveau. Ah non, mais attendez, on ne peut pas comparer quand même cette épidémie de couteaux psychiatrico-terroristes avec les agressions qui pouvaient avoir lieu autrefois, et d'autant plus que maintenant, ces agressions correspondent à un plan d'organisation de la terreur, et plan qui s'inscrit dans une propagande politico-religieuse. Bon, il faut être complètement lucide sur le fait qu'à l'heure actuelle, il y a une conquête par l'islamisme radical des territoires de la République. Du reste, un auteur que vous connaissez bien, je crois, Bernard Rougier, a écrit un livre. Oui, le professeur, hein, à la Sorbonne, je crois. Les territoires conquis de la République. Le terme est fort. Hein. Enfin, quand même, on a eu les territoires perdus de la République. Oui. Passons. On a eu les zones de non-droit. Passons. Et maintenant, on a les territoires conquis de l'islamisme. De l'islamisme, hein. Je crois que j'ai fait un lapsus tout à l'heure, de l'islamisme. Hein. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une conquête véritable des territoires de la République par l'islamisme. Et Bernard Rougier va jusqu'à écrire « L'investissement religieux des quartiers est fait de manière stratégique et pensée ».
Ah oui, c'est grave. Ce qui veut dire qu'il y a un véritable plan d'organisation. Et nous, devant ça, on est toujours en train de courir après l'explication psychiatrique, le couteau fantôme, le couteau déséquilibré, le couteau égaré. Bon, on va le payer, à mon avis, très très cher. Donc il est absolument inconcevable de parler de sécurité. Alors justement, qu'est-ce que vous préconisez Qu'est-ce que vous conseilleriez au gouvernement? D'abord et avant tout, d'avoir conscience qu'il faut lutter contre l'installation dans nos territoires conquis de l'islamisme, contre ce qu'on pourrait appeler la sous-culture du terrorisme, c'est-à-dire cette espèce de communautarisme, cette espèce de totalitarisme vestimentaire, cette occupation sous couvert de liberté d'expression du territoire médiatique pour faire de la propagande, avec des humoristes qui n'ont d'humoristes entre nous que le nom, bon, et ne tolérer aucune forme d'agression idéologique à caractère radical ou communautariste. Est-ce que vous faites le lien entre ce phénomène insécuritaire et l'immigration, comme le fait souvent le Rassemblement national et Marine? Mais d'abord, l'immigration illégale est intolérable. Je veux dire que par définition, puisqu'elle est illégale, elle ne devrait pas exister. Faut-il qu'on soit dans un monde renversé pour qu'on accepte le principe d'une immigration illégale? Alors on nous dit, il y a moins d'immigration illégale. Mais il ne devrait pas y avoir d'immigration illégale du tout. Et alors il y a un lien qui est établi du reste par Pierre Brochand, je crois, je ne sais pas si vous le connaissez. Il a fait une conférence récemment, c'est l'ancien patron de la DGSE. Bon, il a fait une conférence au cours de laquelle il a quand même tenu des propos qui sont inquiétants. Il a dit que l'immigration remet directement en cause la paix civile. Alors, on ne peut pas parler de toute l'immigration, ce serait malséant, parce qu'il y a forcément des gens très bien. Mais disons que le vecteur est là, il est diagnostiqué par l'ancien directeur de la DGSE. Bon, donc, il faut effectivement que d'abord on commence par combattre l'immigration illégale et qu'ensuite on organise vraiment un droit d'asile digne du droit d'asile et non plus un droit d'asile économique, et qu'on n'hésite pas à provoquer quand il le faut, mais là on sort de la notion d'immigration, les déchéances de nationalité qui s'imposent. Alors justement, j'aimerais rebondir sur l'actualité liée au rapatriement. Vous avez sûrement dû le voir. Qu'est-ce que vous pensez de ce rapatriement des djihadistes français sur le territoire national? Mais il y a une vidéo, on va peut-être la voir du reste, hein, oui, pourquoi pas. où on entend des femmes de djihadistes, dans leurs fantomatiques lugubres vêtements, dire « au pays du djihad, on était comme en France ». En gros, bon, vous l'écouterez. C'est la vie normale, comme en France en fait, sauf qu'on pouvait vivre notre islam en paix. Je suis pas une repentie, je regrette ce que j'ai fait, non, j'assume. Ouais. Je ne l'invente pas. Dans ces conditions, ben, qu'elles y restent, quoi. Puisqu'elles sont là-bas, au milieu des djihadistes comme en France. N'allons pas les dépayser. Et les enfants, Gilbert? Mais les enfants, ce sont des bombes à retardement. Il faut quand même être conscient de la manière dont ces enfants sont élevés, éduqués, formés très tôt à l'égorgement, à l'habitude des coups de feu, à l'entraînement pour tuer. Donc on va réceptionner des bombes humaines. Bon, alors comment on va le gérer? Ce sont des cartouches supplémentaires, des balles supplémentaires qui vont entrer dans la roulette djihadiste. L'ex-patron de la DGSE parlait du fait d'être aveugle à ces problèmes, notamment de l'immigration. Une journaliste iranienne a fait son mea culpa l'autre jour, disant qu'elle avait menti pendant 13 années à la télévision. Vous pensez que nos médias auront un jour à faire ce mea culpa? D'abord, on est aveugle parce qu'on est aveuglé. Oui. Ensuite, les médias qui sont de plus en plus mis en cause, pas forcément à travers la personne de tous les journalistes. Moi, je déteste la généralisation. Hein. Je pense que le général des cons, c'est le généralisateur. Hein. Bon. Mais il faut quand même admettre que les médias jouent un rôle très complaisant aujourd'hui. Hein. Tout de suite, dès qu'il y a un attentat, avant même qu'on ait pu avoir la moindre expertise, on nous parle de phénomènes psychiatriques. Bon. Alors, je ne crois pas franchement qu'un jour
les médias feront leur mea culpa. Tenez, regardez, dans l'affaire Maznef, ils découvrent ce qu'ils savaient depuis longtemps. Ont-ils fait un mea culpa? Ont-ils fait? Je crois pas. Bon. Donc c'est une telle puissance déconnectée des responsabilités qu'on ne peut pas espérer, à mon avis, un jour qu'ils fassent une autocritique. En parlant des médias, on a vu que Ségolène Royal, une adversaire idéologique ou politique, a été inquiétée à cause d'un article de presse, hein, je crois. Qu'est-ce que vous pensez de toute cette situation autour de Ségolène? Je suis pas du tout en sympathie idéologique avec elle, vous vous en doutez. Hein. Mais je trouve quand même surprenant que d'abord on la nomme, enfin M. Macron la nomme, donc quelque part cherche à la neutraliser, ce qui en dit long sur les nominations gouvernementales. Parce que là on a quand même la preuve que nommer pour M. Macron, c'est acheter, discipliner, puisque dès l'instant que le nommé devient critique, on le dénomme, si j'ose dire. Hein. Alors soyons attentifs à toutes les nominations, hein, parce que quelque part, il peut y avoir une ségolènerie. Hein. Ensuite, je trouve extraordinaire quand même que le parquet financier se saisisse à partir d'un article de presse. C'est-à-dire qu'il y a un glissement de la déontologie journalistique vers la déontologie policière. Ce n'est plus l'enquête qui informe, c'est le journaliste qui devient quelque part une mouche de police, qui informe le parquet, qui tire matière à poursuivre d'une information non pas policière, non pas judiciaire, mais journalistique. Mais médiatique, Et enfin, je trouve extraordinaire que dès l'instant où Mme Ségolène Royal a été critique, d'une part, on lui a enlevé son poste, bon, ce qui peut se comprendre à la limite, mais qu'en même temps, comme on l'a vu dans d'autres affaires, tout de suite, le parquet financier, le pôle financier, alors elle passe du pôle Nord au pôle financier, déclenche immédiatement une enquête. Bon, ça sent quand même la grosse manipulation, et je trouve que c'est très dangereux ce qui se passe pour toutes nos libertés. Aujourd'hui, jour où nous tournons cette vidéo, je crois que nous sommes le 43e jour de grève. Oui, oui. Ma question est simple, qu'est-ce que vous pensez de cette réforme des retraites qui n'en finit plus, qui devient de plus en plus incompréhensible? Mais Macron a fait de la France un bordel. Au sens figuré, bien sûr, hein. Du terme. Le désordre est partout. Nous avons vu l'épisode des Gilets jaunes qui a été maté à coups de matraque, il faut quand même bien le reconnaître. Hein. Bon, la question des retraites devient totalement incompréhensible. On va jusqu'à nous dire qu'on aura des simulations 6 mois après le vote de la loi. Bon. C'est ubuesque, ouais. C'est ubuesque, quoi. Bon. Mais le gouvernement a quand même fait un pas en revenant sur l'âge pivot. Il faut le reconnaître. À titre provisoire, bon. Alors, comme le dirait la Palisse, ce qui est provisoire n'est pas définitif. Donc, s'il avait voulu écarter l'âge pivot, il aurait dit que le retrait était définitif. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont profiter du débat parlementaire pour tout faire passer en se disant, et là ça exprime beaucoup de choses sur l'autoritarisme de M. Macron, en se disant, bon, une fois que la loi sera votée, hein, on la fera appliquer, ils n'auront qu'à la fermer, quoi. La seule chose qu'il oublie, c'est que les urnes sont ouvertes. Terminé sur cette phrase-là, sur les urnes. Merci Gilbert Collard. Et il ne faut pas casser les urnes.